Salut tout le monde, c'est Capet et bienvenue sur la chaîne de Krill. On continue cette série de vidéos pour comprendre les crypto-monnaies de A à Z. Donc cette vidéo fait suite à la tokenomics. Aujourd'hui, on va parler de l'utilité des crypto-monnaies. Parce que ces crypto-monnaies, il y en a plein. Elles servent à différentes choses. Et donc notre but, ça va être de comprendre quelles sont ces choses. À quoi ça sert exactement. À quoi sert Bitcoin, à quoi sert Ethereum et à quoi servent les autres. Pour essayer de dénicher justement les prochaines pépites. Et c'est pour ça que je veux que ça se passe en plusieurs parties. Parce que c'est un sujet qui est quand même costaud, et rien qu'avec les cas Bitcoin et Ethereum, il y a beaucoup de choses à dire. Donc c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. On va essayer de bien comprendre Bitcoin et Ethereum en entier, parce que franchement, c'est plus gros que ça en a l'air, pour ensuite essayer de, encore une fois, dénicher ce qui se passe à côté. Puisque ça sert à rien de partir sur des nouvelles générations de blockchain si vous ne comprenez pas les anciennes. Donc j'ai essayé de vous lister des cas d'utilisation de crypto-monnaies. Il y en a plein. Donc très généralement, une crypto-monnaie, ça sert à payer. C'est pour ça qu'on dit est-ce que c'est une monnaie, est-ce que c'est un réseau de paiement, est-ce que c'est un peu les deux. C'est vrai qu'en réalité, c'est un peu les deux. C'est une unité de compte, mais ça sert aussi à payer. Là où un euro n'est rien s'il n'a pas de support. Ça peut être un billet, ça peut être sur une carte bancaire, donc sur un compte bancaire. Voilà, il y a besoin d'un support. Tandis que Bitcoin ou Ethereum ou les autres, c'est à la fois la monnaie et le support pour faire transiter de la monnaie. Donc voilà, faire des transactions, ça c'est la base. Mais ensuite, il y a des petites subtilités. Donc je parle par exemple de l'exécution d'un smart contract. Donc là, ça va être le cas d'Ethereum et de ses concurrents, Avalanche, Solana, etc. Qu'est-ce que j'appelle un smart contract ? Un smart contract, c'est une application ou un jeton. Quand vous achetez un jeton qui est émis sur Ethereum, en fait, vous achetez un jeton sur un smart contract. Donc ce smart contract, en fait, va déléguer les jetons d'une personne pour vous les donner à vous. Donc c'est comme s'il y avait une blockchain dans la blockchain. Il y a des comptes qui sont rendus. Ça, c'est pour les jetons. Après, on peut parler d'applications décentralisées. Il y a les applications décentralisées, vous les connaissez. Uniswap. On a aussi des applications qui sont plus ou moins décentralisées, qui vont nous permettre justement de générer des NFT. Il y a toutes sortes d'applications. Il faut savoir que c'est des transactions qui sont un petit peu particulières. Vous ne faites pas un paiement classique comme si vous envoyez de l'argent. C'est un paiement qui coûte généralement plus cher parce que sur Ethereum ou chez les autres, il y a un coût supplémentaire à exécuter ces applications. Ensuite, donc, il y a plusieurs types de jetons. Donc là, je vais en parler plus rapidement. Il y a la gouvernance. Donc la gouvernance, c'est le fait de pouvoir voter pour des changements, des mises à jour, etc. Se protéger de la volatilité. Donc ça, généralement, c'est pas des jetons sur lesquels vous allez spéculer. C'est les stablecoins comme l'USDT ou l'USDC. Mais c'est important de bien les différencier parce qu'il y a aussi une concurrence du côté des stablecoins. Mais ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'on a également ? On a du staking de jetons. Alors ce que j'appelle le staking, c'est le fait de pouvoir mettre en jeu, vous savez. Sur Bitcoin, pour sécuriser le réseau, vous minez des Bitcoins. Donc vous utilisez de la puissance de calcul matérielle dans le monde réel, si vous préférez, pour pouvoir sécuriser le réseau et vous êtes payé pour ça. Sur d'autres protocoles de crypto-monnaie, comme Tezos, Solana, Avalanche, Elrond et j'en passe, Ethereum bientôt, on parle de staking. Donc le staking, en fait, vous allez mettre en jeu votre argent, vous allez bloquer des jetons, donc d'une certaine façon, vous allez prendre un risque. Ce risque va vous être récompensé puisque vous allez toucher un taux d'intérêt, vous allez toucher des frais de transaction, donc vous avez gagné de l'argent. Et si par contre, vous faites pas votre travail de sécurisation du réseau, eh bien vous pouvez, dans de nombreux cas, perdre de l'argent. Donc vous prenez un risque et vous gagnez de l'argent. Donc c'est un mécanisme qui est totalement différent du mining. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus, qui commence à être adapté chez le commun des mortels, mais il faut savoir qu'il y a quelques années, les bitcoiners n'étaient pas trop à l'aise avec le concept de staking. Là, ça commence à passer, même si il y a encore beaucoup de gens qui disent que le fait de sécuriser un réseau avec du staking, ça vaut pas sécuriser un réseau avec du proof of work. Bref, je m'étale un petit peu, mais voilà, cette notion de staking, elle est importante, surtout que au-delà du fait que vous pouvez gagner de l'argent, il y a aussi le fait que potentiellement vous pouvez toucher de la nouvelle monnaie. Je pense par exemple à l'écosystème Cosmos Network Atom, où vous avez pu toucher différents jetons comme le Osmo ou le Juno que je vous ai présenté sur la chaîne. Juno qui, une fois staké, lui-même vous permet de toucher des jetons Neta. Donc vous pouvez avoir aussi un effet boule de neige où il y a de l'argent qui tombe du ciel, d'une certaine façon. Et si vous le savez, ou du moins si vous en êtes l'heureux élu d'un airdrop, eh bien vous pouvez gagner pas mal d'argent. Il faut savoir que voilà, un Atom staké, c'était plusieurs Juno. 25 Juno staké, c'est un Neta. Le Neta actuellement, c'est $1700. Donc on peut partir de pas grand-chose et gagner beaucoup.
mais faut-il encore avoir des convictions? Donc c'est pour ça qu'il faut s'intéresser aux différents projets. Ensuite, donc j'ai noté différents types d'avantages. Vous pouvez avoir toutes sortes d'avantages, mais il y a le fait de faire partie d'un club, d'obtenir des réductions sur les frais de transaction. Je pense au jeton BNB de Binance ou le FTT de FTX par exemple. Il y a aussi la possibilité, en bloquant, encore une fois en faisant du staking, en bloquant un certain nombre de jetons, vous allez pouvoir toucher des récompenses. Par exemple, le fait de pouvoir investir sur des launchpads. Donc qu'est-ce que c'est un launchpad? C'est une plateforme d'investissement. Donc vous allez pouvoir avoir le privilège, c'est pas une récompense, c'est plutôt un privilège. Vous allez avoir le privilège de pouvoir investir avant tout le monde sur des projets à bas prix et potentiellement d'avoir un potentiel multiplicateur sur votre investissement qui est énorme. Mais encore une fois, il faut prendre un risque. Aussi, donc, qu'est-ce qu'on a? La possibilité de dépenser et détruire sa monnaie pour créer du stablecoin. Donc, j'ai pris les exemples de Luna, du protocole Terra Luna ou XHV. Vous détruisez par exemple 60 $ de Luna et vous créez 60 $ de stablecoin. C'est comme ça que ça se passe. Bref, des cas d'utilisation, il y en a plein. Là, j'ai voulu en parler rapidement. Il faut savoir qu'il y a certains projets où il y a un jeton qui ne sert qu'à une chose, par exemple gouverner. Il y a d'autres projets où ça sert à plein de choses. Et gouverner, et payer, et toucher des airdrops, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut se renseigner individuellement sur chaque projet. Mais déjà, j'ai voulu reprendre cette liste de cas d'utilisation avec vous, dans le sens où je pense que cette notion n'était pas tout à fait claire pour tout le monde. Également, je voulais vous parler de l'effet de réseau. Alors, l'effet de réseau, c'est extrêmement important. C'est pour ça aussi que Bitcoin et Ethereum sont des leaders aujourd'hui, de par leur ancienneté et de par leur effet de réseau, parce que c'est les blockchains les plus utilisés, avec le plus d'utilisateurs, le plus de wallets qui sont créés, le plus de transactions, etc., etc. Plus il y a de monde, plus il y a de gens qui participent et qui créent des applications, plus c'est utile, plus il y a de monde, etc. C'est un cercle vertueux. Donc ça, c'est hyper important de le cerner également. Maintenant, j'aimerais qu'on parle justement individuellement de l'utilité de Bitcoin et de Ethereum, en commençant par Bitcoin, parce que Bitcoin, c'est quand même un gros morceau, et non, c'est pas un gros dinosaure comme vous le pensez. C'est parti, on va parler du papa Bitcoin. Alors pourquoi papa? Parce que justement, c'est toujours le premier en capitalisation. Il est là depuis 13 ans. Il n'est pas prêt de bouger. Peut-être qu'un jour, il sera défié par Ethereum. On a tendance à les comparer. Moi-même, je les compare, mais en réalité, ils font pas tout à fait la même chose. C'est pas les mêmes promesses, on va dire. Donc, commençons avec Bitcoin du coup. À la base, Bitcoin, c'est quoi? Bitcoin, ça a été présenté comme du cash électronique. C'est-à-dire que c'est la représentation numérique du liquide. Un billet en argent liquide, ce qui se passe, c'est qu'il est physique. Donc, quand moi, je donne un billet à quelqu'un, je perds le billet. Jusque-là, vous me suivez. Mais de façon numérique, c'est quand même un peu plus compliqué parce que quand vous faites du numérique, on peut très bien copier l'information. Donc, en fait, Bitcoin a répondu à une problématique qui est quand même assez balèze, c'est la problématique de la double dépense, dans le sens où quand vous dépensez un Bitcoin ou une autre crypto-monnaie, mais bon, à la base, c'est avec Bitcoin, si vous le dépensez, ce Bitcoin ne vous appartient plus, c'est le bénéficiaire de la transaction qui va détenir le Bitcoin. On ne crée pas de Bitcoin à partir de rien. Et c'est là où c'est quand même super balèze. Donc cette notion de cash électronique aujourd'hui, elle est un peu remise en question parce que le problème, c'est que les frais de transaction Bitcoin ont explosé depuis l'année 2017. Il faut savoir que Bitcoin existe depuis 2009. À l'époque, ça coûtait en équivalent dollar quelques centimes de dollars. Aujourd'hui, ça coûte plusieurs dollars de faire une transaction Bitcoin parce que justement, le réseau est victime de son succès et que les personnes qui se sont engagées dans les développements et la gouvernance de Bitcoin, on va dire, ne souhaitent pas changer les règles telles qu'elles sont. Donc Bitcoin, en l'état, est voué à coûter cher pour toujours, sauf si bien entendu on utilise des solutions techniques de seconde couche comme le Lightning Network. On y vient juste après. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est un peu moins du cash électronique, c'est un peu plus vu comme une réserve de valeur, un peu à la manière de l'or ou de l'immobilier. C'est-à-dire que oui, ça monte et ça descend, mais fondamentalement, ça monte. En tout cas pour le moment, par rapport au dollar et par rapport à l'euro, le cours du Bitcoin monte, jusqu'à preuve du contraire. Donc je vous parlais de Lightning Network. Lightning Network, c'est quoi? C'est une couche secondaire. Donc c'est une sorte de bricolage par-dessus Bitcoin, mais un bricolage qui est quand même assez stylé, qui vous permet
un peu comme, comment dire, vous voyez les réseaux Visa, les réseaux bancaires, etc. C'est des réseaux qui sont en surcouche de la monnaie euro, ok? Donc de la monnaie banque centrale. Eh bien Lightning Network, c'est un réseau qui est en surcouche de Bitcoin et qui permet d'échanger des Bitcoins de façon instantanée, puisque voilà, ça part en une seconde, avec des frais qui sont quasi nuls. Donc le système de frais est adapté à chaque nœud du réseau Lightning Network, mais généralement c'est des frais qui sont ridicules, quelques centimes de dollars. Donc on peut revenir à cette logique de cash électronique. Donc ça c'est cool. Donc Bitcoin, on peut le considérer comme une monnaie, on peut le considérer comme un réseau de paiement et on peut le considérer comme une réserve de valeur. Donc du coup, c'est quand même une nouvelle proto-monnaie qui vient concurrencer les monnaies étatiques et qui vient concurrencer aussi les réserves de valeur comme l'or et l'argent. Donc ça, c'est très puissant. De plus, Bitcoin est assez décentralisé, même très décentralisé dans le sens où c'est pas Satoshi Nakamoto qui dit « je veux telle mise à jour » et hop, on balance la mise à jour. Non, il y a un consensus qui doit se faire, donc il y a des propositions qui sont faites dans la communauté, au niveau des développeurs, etc. Ensuite, ces propositions, elles sont push dans les blocs Bitcoin, et il faut qu'il y ait très généralement au moins 90% des mineurs de blocs Bitcoin qui soient d'accord pour que la mise à jour soit validée. Donc ça met beaucoup de temps, et c'est quand même vachement démocratique comme façon de fonctionner, à l'inverse justement des autres protocoles type Ethereum, etc. où on va dire que c'est un peu plus poussé en force, avec des hard forks justement. Donc c'est ça aussi la force de Bitcoin, c'est que c'est très démocratique, ça fait pas 10 000 choses, mais cette notion de cash électronique, il le fait plutôt bien, et ce depuis toujours. Donc au final, il répond à la promesse, et ça c'est important. Il répond à la promesse et il part pas dans tous les sens. On passe maintenant au second prétendant au trône, à savoir Ethereum. Donc Ethereum qui, dans la tête de son créateur Vitalik Buterin, devait être une mise à jour de Bitcoin. Donc il a proposé cette mise à jour aux Bitcoiners. Ils ont dit bah c'est sympa, mais nous on veut pas de ça dans Bitcoin, donc s'il te plaît dégage. Et donc du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé sa propre blockchain, sa propre monnaie et son propre écosystème avec un fonctionnement qui est quand même différent du Bitcoin. Puisque Bitcoin au final, ça ne sert qu'à faire des transactions. Ça a été designé à faire des transactions. Tandis qu'Ethereum, c'est fait pour exécuter du code, pour exécuter des smart contracts plutôt. Voilà, c'est un environnement, mais c'est pas, on fait passer tous les langages de programmation, non. C'est pas vraiment un ordinateur. Faut le voir un peu comme un ordinateur décentralisé, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Bref. J'espère que vous arrivez à me suivre. Ethereum, ça sert à exécuter des applications décentralisées. Donc toutes sortes d'applications. Ça pourrait être un réseau social décentralisé, ça peut être une application financière, une bourse, ça peut être aussi une plateforme, une place de marché où on peut s'échanger de la puissance de calcul. Ça peut être toutes sortes de choses en fait, Ethereum. Les possibilités sont beaucoup plus étendues que Bitcoin. Donc c'est vrai que ça fait rêver. Au début d'ailleurs ça faisait tellement rêver qu'il y avait ceux qui étaient vachement à fond, il y a ceux qui étaient en mode lui il rêve complet quoi, il est complètement dans sa bulle, ça va partir en sucette son truc. Donc tout le monde n'y croyait pas hein, en Ethereum au début, c'était quand même compliqué. Et pour ceux qui étaient là encore au bull run de 2017, sachez que ça spéculait pas mal sur Ethereum, mais à l'époque on n'avait pas tout ce parc d'applications décentralisées, on était beaucoup dans la spéculation sur les promesses futures. Là, ça commence à se concrétiser, ça commence à avoir de la gueule. C'est vrai que pour des gens qui sont pas trop branchés crypto, vous devez vous dire « ouais, bon, ça sert pas à grand-chose ». Sauf qu'il faut voir l'évolution qu'a eu Ethereum en l'espace de quelques années et tout ce qu'il y a à prévoir. C'est-à-dire que moi, avec toute l'évolution que j'ai pu voir de mes propres yeux, je suis devenu de plus en plus Ethereum maximaliste dans le sens où j'ai vraiment l'impression que toutes ces promesses, on va y aller et on va y arriver. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'historique et le voir qu'il y a des promesses qui sont données et des promesses qui sont justement réussies, c'est-à-dire qu'on arrive à répondre à ces promesses, c'est quand même puissant. Parce qu'il y a beaucoup de projets où on annonce des dates, on annonce des trucs et il se passe rien. C'est vrai qu'Ethereum sur les dates, ils sont pas très forts, mais la finalité, c'est qu'ils arrivent à répondre aux promesses. Donc l'ambition de faire un grand système décentralisé, encore une fois, pour des applications, du cloud computing, de la gouvernance, toutes sortes de choses. Voilà. Et la particularité aussi d'Ethereum, c'est que,
Ethereum permet de créer ses propres jetons sans avoir à créer une nouvelle blockchain. Parce qu'il y a des jetons sous-jacents à Ethereum. Je pense à Chainlink, je pense à Uniswap, SushiSwap, etc. Tout ça, c'est des jetons qui n'ont pas leur propre blockchain. C'est des jetons qui sont hébergés sur la blockchain Ethereum. Donc ça, c'était quand même une nouveauté qui était surpuissante pour l'époque et ça a permis de nouvelles créations de valeur comme les ICO et les NFT qui elles aussi sont au cœur de beaucoup de critiques. Mais rendez-vous compte que aujourd'hui, grâce à Ethereum, on peut lever des fonds, on peut financer des projets et en plus de ça, on peut le faire avec une fiscalité qui est quand même différente, avec une facilité aussi qui est quand même folle. On n'a pas besoin de remplir des tas de documents comme pour une entrée en bourse. Pour les influenceurs, pour les artistes, les acteurs, etc., par le biais des NFT ou par le biais des ICO aussi, on peut s'autofinancer. Donc bien entendu, on va avoir de l'évolution du point de vue de la régulation, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on a créé une facilité à monétiser et à s'autofinancer qui est absolument extraordinaire avec Ethereum. Et ça, faut pas l'oublier. On peut voir le mauvais côté en disant il y a des arnaques, etc. Mais il faut aussi voir le bon côté. C'est qu'on peut gagner en indépendance grandement par rapport à des baleines capitalistes où, voilà, à chaque fois qu'on veut lever des millions, il faut aller tendre ses belles fesses à des millionnaires ou des milliardaires. Là, il n'y a pas besoin. Potentiellement, tu es quelqu'un, tu as un projet, tu pitches un projet et tu lèves des fonds. Je trouve ça énorme. Voilà, donc à la base, c'était pas vraiment prévu pour partir en sucette comme ça, que ce soit les ICO et les NFT, mais c'est la beauté du truc, c'est qu'au final, le marché s'est approprié ces possibilités, et c'est ça qui fait que Ethereum aujourd'hui est un grand prétendant à Bitcoin en termes de capitalisation, je parle là. Voilà, peut-être qu'un jour Ethereum surclassera Bitcoin parce que justement, eh bien, le fait de pouvoir faire toutes sortes de choses surclassera la logique purement, je dirais, monétaire et réseau de paiement de Bitcoin. Mais encore une fois, je n'en sais rien. L'avenir nous le dira, même si moi j'ai un petit biais où effectivement je pense que Ethereum passera devant. Bref, autre chose également, Bitcoin et Ethereum aujourd'hui sont critiqués de par le fait qu'ils utilisent du Proof of Work pour valider les transactions. Donc le Proof of Work, ou en français preuve de travail, c'est le fait d'utiliser de la puissance de calcul matérielle pour valider les transactions. Et comme c'est une computation qui ne s'arrête jamais, eh bien en fait la consommation d'énergie de matériel va augmenter crescendo. Donc c'est pas super écolo dans la logique. À l'échelle du monde, ça consomme pas des masses, mais si on continue sur cette lancée, c'est vrai que ça va consommer pas mal. Et c'est pour ça qu'Ethereum a prévu pour juin 2022 de passer en Proof of Stake, ce que je vous disais plus tôt, c'est-à-dire qu'on abandonne cette logique énergivore et on passe à un mécanisme où on met en jeu son argent, on prend un risque, on touche des taux d'intérêt pour ça et on sécurise le réseau. Donc Ethereum est beaucoup plus centralisé que Bitcoin dans sa gouvernance, dans le sens où il y a des gens derrière Ethereum, dont l'Ethereum Foundation, qui dictent un petit peu les règles du développement futur d'Ethereum. Mais pour autant, ça se passe. Ça plaît pas à tout le monde, mais ça avance. Donc on a vraiment des offres qui sont totalement différentes entre Bitcoin et Ethereum. On va parler maintenant de l'inflation sur Bitcoin. Donc inflation, comprenez par là la création monétaire. Il y a de plus en plus de Bitcoins qui sont créés, voilà, et il y en aura un nombre fini. On va pas créer des Bitcoins à l'infini, pour ceux qui ne le savent pas. Donc cette politique monétaire est ultra prévisible et c'est d'ailleurs quelque chose qui plaît beaucoup chez les pro-marchés, les libertariens, les économistes, certains économistes. Voilà, en fait, c'est ultra prévisible. C'est-à-dire que dans le monde réel, les euros et les dollars créés, c'est des politiques qui sont assez imprévisibles en fonction de si c'est la crise ou si c'est pas la crise, au bon vouloir des gouvernements et des banques centrales. C'est des taux qui changent. Par exemple, pendant la crise du Covid, on a imprimé un max de monnaie. Donc vu qu'on imprime beaucoup plus de monnaie que de valeur qu'on crée dans le monde réel, ce qui se passe, c'est que les prix augmentent. Dans le cas de Bitcoin, cette inflation, elle est ultra prévisible et comme je vous ai dit, ça plaît beaucoup. Donc je vous explique comment fonctionne l'inflation sur Bitcoin, c'est ultra simple. En fait, on a 50 nouveaux Bitcoins créés de base à chaque nouveau bloc dans la blockchain. Un bloc est créé toutes les 10 minutes environ. Voilà. Toutes les 10 minutes, il y a un nouveau bloc. Et donc, dans chaque nouveau bloc, c'est 50 nouveaux Bitcoins qui sont créés. Donc au début, il y avait beaucoup de Bitcoins qui étaient créés. Et en fait, il y a une deuxième règle qui est que tous les 4 ans environ,
eh bien, cette base de création monétaire est divisée par 2. C'est-à-dire qu'au début, c'était 50 bitcoins, et après on est passé à 25, puis encore la moitié, 12,5, puis encore la moitié, 6,25, etc., etc. Donc au début, beaucoup de bitcoins créés, et puis au fur et à mesure, de moins en moins de bitcoins créés, ce qui fait que le bitcoin se raréfie, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au bitcoin, donc il y a de moins en moins de bitcoin pour tout le monde. Donc forcément, si on fait un peu de théorie économique là-dessus, si c'est rare, le prix augmente. Et c'est pour ça que par rapport au dollar et par rapport à l'euro, eh bien, Bitcoin prend en valeur parce que justement, il y a un effet de réseau qui est extrêmement fort et une politique monétaire qui est ultra prévisible. Et ça plaît. Du côté d'Ethereum, cette politique monétaire, elle est vraiment différente. C'est-à-dire que en fait, il y a des mises à jour qui se font au fur et à mesure, des mises à jour qui sont imposées, même s'il y a quand même un consensus dans la communauté, mais c'est imposé, voilà, c'est pas comme Bitcoin, on va dire. Donc au début, le taux d'inflation de Ethereum était de l'ordre de 15%. Environ, voilà, 15%, et il a baissé progressivement au fur et à mesure des années, jusqu'à 4% l'année dernière. Et donc il y a une mise à jour assez importante qui s'est faite l'année dernière, qui s'appelle EIP 1559, il y a une mise à jour qui change la politique monétaire d'Ethereum. Et c'est là où il y a une nette différence avec Bitcoin et ce qu'on a l'habitude de voir sur les autres crypto-monnaies. En fait, cette politique monétaire, elle dit que plus le réseau il est utilisé et plus on va détruire d'Ethereum. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous payez une transaction, quand vous exécutez un smart contract, quand vous utilisez une application sur Ethereum, vous payez et il y a une partie de ces frais qui vont être détruits. C'est-à-dire que si par exemple je paye un Ethereum, il y en a peut-être 20% de ces un Ethereum qui vont être détruits, donc qui ne seront plus dans la masse monétaire. Donc d'un côté, comme pour Bitcoin, il y a des nouveaux Ethers qui sont créés à chaque bloc. Un bloc sur Ethereum, c'est toutes les 13 secondes. Donc il y a 2 nouveaux Ethers qui sont créés toutes les 13 secondes actuellement. Et dans le même temps, il y a aussi des Ethers qui sont détruits à chaque bloc en fonction des frais de transaction. Donc ce qui se passe, c'est que si on paye, on détruit plus de monnaie de par les frais de transaction que ce qu'on en crée à chaque bloc, et bien potentiellement, la masse monétaire va rétrécir. Parce que justement, on va brûler plus, on va détruire plus que ce qu'on va créer. Et cet effet qui va raréfier la monnaie Ethereum, la monnaie Ether, va encore devenir plus balèze en 2022 parce qu'il va y avoir une nouvelle mise à jour. C'est-à-dire que, comme je vous dis juste avant, en août 2021, il y a une première mise à jour où on a mis en place cette logique de frais de transaction égale destruction de monnaie. Et en 2022, en juin 2022, il va y avoir une nouvelle mise à jour qui va s'ajouter à la mise à jour précédente, qui va dire que, en fait, au lieu de créer 2 Ethers par bloc, on va en créer beaucoup moins, mais on va garder cette politique de destruction de monnaie. Donc actuellement, je dirais que si vous comptez pas la destruction de monnaie, on crée à peu près 4% d'Ethers chaque année. Donc sur 100 millions d'Ethers créés, on passerait à 104 millions au bout d'un an, et puis après 104 millions plus 4%, donc un peu plus de 108 millions au bout de 2 ans, etc. Vous me suivez? Là, on va passer sur quelque chose aux alentours de 0,5%, sans compter la destruction. Donc si on compte la destruction, potentiellement, et c'est même pas potentiellement, c'est quasi sûr, on va détruire de la monnaie, donc la monnaie Ether va devenir déflationniste. Donc là où Bitcoin, il y aura 21 millions de Bitcoin à l'horizon année 2100 ou 2140, et potentiellement, là, je tourne cette vidéo, on a à peu près 114 millions d'Ethers en circulation. Et si ça se trouve, dans 2 ou 3 ans, on sera à 110. Et puis dans 5 ans, on sera à 100. Et puis dans 6 ans, on sera à 95, etc. Donc la masse monétaire va se raréfier. Et si dans le même temps, il y a de plus en plus de gens qui utilisent la monnaie, donc il y a une forte pression acheteuse, ça peut avoir un impact assez positif sur le prix. Voilà, donc ça c'est un peu complexe à comprendre. Je vous laisse en description un article qui parle de ça. Et ce que je vous propose dans le prochain épisode, c'est qu'on parle justement d'autres notions comme le staking, mais aussi les concurrents d'Ethereum et de Bitcoin qui arrivent avec certaines nouveautés, on va dire, comme le fait de faire des transactions plus rapides, le fait d'avoir des écosystèmes peut-être plus riche avec de grandes parenthèses. Vous voyez, c'est très long, c'est très complexe. J'espère en tout cas que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite de ce genre de vidéos de vulgarisation. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.